Voilà, c'est donc vous, Arnaud Montebourg, qui ouvrez le bal, si j'ose dire, de cette série d'entretiens. Vous allez être interrogé, comme tous les autres, par Françoise Fressoz du Monde, notre partenaire, Bonsoir. le journal Le Monde. Bonsoir. Et par Fabien Amias, chef du service France Bonsoir. de France Bonsoir. 2. Alors, je précise donc que vous avez 10 minutes, essentiellement consacrées aux questions économiques et sociales. Mais il y a à l'intérieur de ces 10 minutes, 3 minutes sur lesquelles vous allez être interrogé sur un thème que vous-même avez choisi. Comme tous les autres, on verra lequel il est tout à l'heure. Première question, de tous les candidats, Arnaud Montebourg, vous êtes celui, le seul sans doute, qui prône non pas un aménagement du système, mais une rupture, qui le souhaite et qui défend cette promesse. Alors, question simple, est-ce que vous vous reconnaissez vraiment dans le programme du PS tel qu'il est, alors qu'il n'est pas du tout de cette tonalité-là? Une rupture est un mot excessif. Je dirais une transformation en profondeur. Car aujourd'hui, nous avons un projet dans lequel nous nous reconnaissons tous. Je l'ai approuvé comme d'autres. Pourquoi? Mais d'abord parce que c'est un bon projet, qu'il a une vision, une ambition pour reconstruire les services publics, rebâtir une école, essayer de changer la société. Transformation? Vous diriez de ce projet qu'il est un projet de transformation? C'est un bon projet. Mais pour le réaliser, et soyons lucides et honnêtes, je pense que si nous n'affrontons pas le système économique financier, nous ne pourrons pas appliquer les engagements qui nous sont communs et qui sont les nôtres. Il suffit d'ailleurs d'imaginer ce que serait une arrivée de la gauche au pouvoir dans les 15 jours, les agences de notation telles qu'elles ont perdu la tête, les marchés financiers tels qu'ils ont aujourd'hui pris leur liberté excessive, mettraient en quelque sorte sous tutelle la politique de la gauche. Et l'alternance, finalement, serait réduite à néant. Alors, on rentre dans le détail de ce projet, si vous voulez bien, avec Françoise Fressoz, qui vous parle d'une des mesures qui est au cœur du programme. Alors, si j'ai bien lu votre projet, Arnaud Montebourg, vous faites une première loi de sécurisation de l'économie. Et dans cette première loi, vous mettez les banques sous tutelle. Ça veut dire que vous faites, comme en 1981, nationalisation du système bancaire, c'est ça, la gauche d'avenir? Si j'avais voulu les nationaliser, j'aurais dit, nous allons les nationaliser. Mais il est hors de question que les contribuables payent, car dans une nationalisation, il faut indemniser les propriétaires du capital des banques. Je préfère mettre les banques sous tutelle avant d'ailleurs que celles-ci n'aient réussi à nous mettre nous-mêmes sous tutelle. Concrètement, comment faites-vous? Eh bien, je prendrai une série de mesures que j'ai détaillées. D'abord, l'État entrera d'autorité dans le conseil d'administration, ainsi que les usagers du crédit. D'autorité. D'autorité. Deuxièmement, nous allons séparer les banques. Les banques qui collecteront l'épargne des Français ne pourront pas faire des affaires. Troisième mesure, nous allons procéder à l'interdiction de la spéculation avec l'argent d'autrui. Vous aurez le droit, mesdames et messieurs les banquiers, de spéculer avec votre argent, mais pas avec l'argent des Français. Quatrième mesure. Comment fait-on la différence? Comment fait-on la différence, Arnaud Montebourg? C'est très simple. Des Français et le sien en propre. C'est très simple, c'est que les banques n'ont pas d'argent d'elles-mêmes. Donc elles ne pourront plus spéculer. Mais Arnaud Montebourg, comment est-ce que vous faites ça tout seul? Ça fait depuis 2008 que tout le monde, dans le monde entier, on essaye de faire ce que vous dites. Et là, tout seul, dans un seul pays, vous arrivez à faire cette régulation bancaire? D'abord, c'est assez inexact ce que vous avancez, car le président Obama est le seul dans le monde à avoir pris avec son Congrès des mesures extrêmement sévères, même de sécurité du système bancaire. Il a dû reculer. Il n'a pas reculé tant que ça, car aujourd'hui, le système bancaire est en quelque sorte sous contrôle. Si nous ne procédons pas de la manière, eh bien, nous aurons, mesdames et messieurs, de graves déconvenues. Fabien Amias, une autre question sur l'autre mesure phare du programme d'Arnaud Montebourg. Oui, que vous développez dans votre livre qui traite de la démondialisation. Vous défendez un protectionnisme nouvelle vague. Alors, le protectionnisme, concrètement, est-ce que ça ne voudrait pas dire, si on ferme les frontières, on établit des barrières douanières, est-ce que le consommateur ne paierait pas plus cher son téléphone qui est fabriqué en Chine, sa télévision qui est fabriquée à Taïwan, ne paierait pas plus cher ses crevettes qui sont pêchées à Madagascar? Bref, votre protectionnisme, est-ce que ce n'est pas plomber le pouvoir d'achat? Il s'agit de protéger notre industrie et nos emplois. Nous avons perdu en 20 ans 2 millions d'emplois industriels. Ce sont des chômeurs aujourd'hui qui sont au RMI. Vous croyez qu'ils ont les moyens de s'acheter, y compris les produits chinois aujourd'hui? Donc la position du protectionnisme européen, elle est la position de toutes les grandes nations dans le reste du monde. Le Brésil, le Kenya, l'Afrique du Sud, les États-Unis d'Amérique, le Canada, la Chine, tout le monde
pratique la protection de ses intérêts Mais vous économiques. convenez que Les ça seuls qui sont les naïfs du village mondial, ce sont les Européens et particulièrement la France. Mais notre commerce extérieur est essentiellement fait avec le reste de l'Union européenne, vous le savez. Mais il ne s'agit pas de se protéger contre l'Union européenne, il s'agit de se protéger à l'égard du reste du monde. Savez-vous que l'Allemagne, comme la France, avons les mêmes intérêts stratégiques dans cette affaire? Nous avons un déficit tous deux de 20 milliards d'euros vis-à-vis de la Chine. Donc la Chine, aujourd'hui, est en train de ruiner une grande partie de l'Europe. Il est temps maintenant de prendre des mesures de protection d'urgence. Et ça veut dire que, par exemple, vous accorderiez la préférence européenne à des entreprises pour l'attribution de marchés publics, vous iriez jusque-là? C'est exactement ce que font les Américains. Et j'ai envie de vous dire, monsieur Namias, si vous relisez le traité de Rome en 1957, c'était l'esprit des constructeurs de l'Union européenne initiale. Il s'agissait de se protéger de l'extérieur pour accepter de se faire concurrence à l'intérieur. François, Monsieur sur Montebourg. l'équilibre budgétaire et les finances publiques. Vous êtes à peu près le seul candidat à dire que finalement, réduire le déficit, c'est peut-être pas aussi important parce que ça fait de l'austérité et l'austérité, c'est pas bon pour les peuples. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Vous êtes élu, on laisse filer la dette? Je ne suis pas d'accord avec votre interprétation de ma position. Je suis contre les plans d'austérité qui vont faire payer l'addition de la crise aux classes moyennes et aux classes populaires, qui ne peuvent pas aujourd'hui être mises à l'amende. Je propose que ce soit le système financier qui paye la dette de la crise. J'ai évalué avec mes experts à 400 milliards le montant de la dette publique française, de la République française, qu'il faudra rembourser à raison de la crise depuis 2008, 2009, 2010, 2011. Cette dette, elle sera payée par le système financier, les marchés financiers, par une taxation sur les transactions financières de la zone euro. Ça tombe bien, même Mme Merkel y est ralliée. Et ça Si la rapporterait France, autant? cela rapporterait à 0,05%, vous voyez, c'est même pas 1 centime sur 1 euro, 250 milliards d'euros. Ça, c'est dans le projet socialiste, ça tombe bien, là, vous êtes en phase là-dessus. Je propose d'aller un tout petit peu plus loin, 0,1%, le double. Il n'y aurait, je vous le dis, si les dirigeants qui aujourd'hui nous ont précipités dans cette crise, car cette crise est la conséquence de l'incompétence de nos dirigeants. Si nous avions mis en place ces mesures, nous n'aurions pas aujourd'hui de crise de la zone euro. Fabien, sur l'euro peut-être. Justement, l'euro, si on va au bout de votre logique sur le protectionnisme, est-ce qu'on peut imaginer qu'un jour il faille sortir de l'euro? Je crois que nous pouvons encore sauver l'euro. Mais il faut prendre des mesures draconiennes aujourd'hui. Il ne faut plus attendre. De quelle nature? De nature de celles que je défends, des mesures draconiennes de démondialisation financière, c'est-à-dire où les marchés financiers sont sous contrôle. Et il faudra aussi organiser le remboursement des dettes publiques par le système financier. Et si la il n'y a zone plus euro- d'argent, monsieur Namias, il n'y a plus d'argent Mais est-ce que dans les comptes publics. Il n'y a plus d'argent dans un grand nombre d'entreprises. Il n'y a plus d'argent chez les ménages. Mais il y a de l'argent dans le système financier, c'est eux Mais on voit qui bien devront qu'aujourd'hui se payer. développe un euro à deux vitesses. Enfin, il existait déjà à l'origine, aujourd'hui c'est très accentué. Est-ce que, dans la crise que traverse actuellement la Grèce, on peut imaginer aussi l'Espagne, le Portugal, pourquoi pas l'Italie, est-ce qu'il y a des pays aujourd'hui qui, selon vous, n'ont plus votre place dans l'euro? Tous les pays ont leur place à condition que la solidarité fonctionne. Ce ne sera plus la solidarité entre des États, car le sauvetage de la Grèce a coûté aux contribuables français 40 milliards d'euros. Donc nous ne pouvons plus payer. Et ce ne doit pas être Et les ça, contribuables. Vous l'assumez? Je vous le dis. Ce 40 que je milliards d'euros, ce ne propose, sont pas les chiffres officiels. mais ce sont les véritables chiffres de ce qu'a coûté le sauvetage de la Grèce. Le gouvernement dit Aujourd'hui, 15 milliards d'euros, pour être précis. Hein. pour le dernier On est plan loin de de ce que- sauvetage, mais il loin de a ce que vous dites. oublié de compter le plan de l'année dernière. De C'était garantie. déjà- Voilà. C'est la même chose. Mais- Car aujourd'hui, ce que je propose, c'est que les banques payent. Mais Monsieur Montebourg, est-ce que les banques peuvent payer? Il n'y a pas que les banques qui sont responsables. Vous avez aussi de l'endettement des États qui était antérieur à ce qu'on a vu en 2008. Donc, comment est-ce que vous faites avec ce déficit de l'État? Est-ce que vous dites, mais ça n'a pas d'importance, on continue? Dans le pacte de désendettement de notre pays que j'ai proposé, j'ai identifié 3 étages de la dette. La dette liée à la crise, j'en ai dit un mot. La dette liée aux mauvaises gestions des 10 années de sarkozysme. C'est-à-dire les cadeaux fiscaux inconsidérés à des gens ou à des entreprises qui n'ont pas de problème de pouvoir d'achat. Il faudra, pour 3% des Français et des contribuables, rétablir et remettre à niveau le niveau de fiscalité qui existait auparavant de manière à gérer cette dette. 3% des Français, c'est-à-dire Bien, 97% des préciser Français, de qui vous parlez. 97% des Français n'auront pas à assumer une hausse d'impôts à raison du remboursement des dettes liées au sarkozysme. Vous parlez des plus riches, quoi, pour être clair.
Vous savez que la France est aussi un paradis fiscal pour les multinationales et un enfer pour les PME. Il s'agit de demander aussi aux entreprises qui ont bénéficié d'avantages indus, très grandes entreprises, qui ne créent pas d'emplois en France et qui ne payent pas d'impôts en France, de revenir à un peu de civisme fiscal. Alors, il reste 3 minutes pour évoquer votre carte blanche, entre guillemets, et vous avez souhaité être interrogé sur le pouvoir d'achat. Quelles sont les recettes, entre guillemets, d'Arnaud Montebourg pour le pouvoir d'achat? Est-ce que vous souhaitez une augmentation générale des salaires? Comment est-ce qu'on l'obtient? Est-ce qu'il faut prendre un décret? Le pouvoir d'achat, c'est la promesse centrale du président de la République et c'est son échec majeur. Donc c'est une question qui aujourd'hui est posée par... Il y a une crise qui est passée par là. Certes, mais même avant la crise, on ne peut pas considérer qu'il ait traité cette question sérieusement. Il est intéressant de regarder à quel point la vie devient difficile. Je pense à ces femmes qui généralement sont seules, qui travaillent à 700 € dans les supermarchés, qui vivent la précarité au quotidien. Comment peuvent-elles faire pour élever leur enfant et vivre? Je pense à ces ouvriers techniciens dans les entreprises qui travaillent dur et dont le salaire ne suffit plus à vivre et dont les entreprises distribuent des millions, quand ce ne sont pas des milliards, et donc à leurs actionnaires. Je fais 3 propositions. La première, je propose que les entreprises qui distribuent des dividendes acceptent une loi du partage, dont je demanderai le vote au Parlement après l'alternance de la gauche. Cette loi consistera à dire, puisque vous distribuez 100 € de dividendes aux actionnaires, eh bien vous distribuerez 100 € de dividendes aux travailleurs. C'est un peu la prime Xavier Bertrand, Nicolas Sarkozy qui Ce n'est pas une prime parce que ce sera une loi qui s'appliquera à toutes les entreprises qui distribuent des dividendes aux actionnaires. Et les autres? On est dans la même philosophie ou pas? On va beaucoup plus loin car il s'agit finalement de rétablir une loi de partage. C'est une stratégie de sortie de crise, c'est-à-dire de faire partager les excédents des entreprises très performantes avec leurs salariés pour stimuler à nouveau l'activité économique. Deuxième mesure, c'est une mesure qui cette fois-ci ne touche pas les salaires mais les prix. Je propose un blocage généralisé des loyers qui a pris une place trop importante dans le budget des familles. Et parmi ces loyers, il faudra aussi qu'il y ait un certain nombre d'entre eux dans les zones les plus spéculatives où les loyers reviennent à la date antérieure à la crise pour l'avenir. Et vous ne craignez pas qu'on décourage les propriétaires? Les propriétaires ont eu leur dû pendant la période actuelle. Je rappelle que dans certaines métropoles, nous avons constaté des augmentations de plus 15% l'année. Comment voulez-vous que des citoyens normaux, dont les salaires n'augmentent pas à un chiffre, qu'à un chiffre, 1, 1,5, 2, peuvent faire face? Troisième proposition. C'est une proposition, cette fois-ci, d'allocation. Vous savez que ces femmes qui vivent seules, qui travaillent généralement avec des salaires faibles, en dessous du SMIC, doivent être aidées dans leur vie quotidienne, y compris dans leur solitude. Elles n'ont pas toujours le compagnon qui paye sa pension alimentaire. Je propose que nous établissions l'allocation familiale au premier enfant et que nous augmentions d'un bonus pour les femmes seules, celles qui aujourd'hui ne peuvent pas vivre. Il reste 30 secondes. Comment vous la Je financerez? financerai cette mesure par la mise sous condition de ressources des allocations familiales pour les familles très aisées qui n'ont pas besoin du soutien de Comme l'État. Monsieur le maire à l'UMP. C'est la même proposition. C'est ma proposition, Madame Fressoz. Merci Arnaud Montebourg. Vous avez respecté votre temps quasiment à la seconde près. Vous gagnez un peu de temps même, mais comme vous en aviez pris un peu sur votre déclaration d'introduction, alors nous considérons que l'équilibre est respecté parce qu'on va veiller ce soir à une stricte égalité. Les bons comptes font les bons amis. Merci Arnaud Montebourg. Merci et on vous retrouvera dans un instant pour le débat. On vous laisse regagner votre loge.